tous. Salut. Aujourd'hui, bonne année déjà, bonne année, vrai, bonne probablement année. la première vidéo de l'année, si c'est pas la suivante. On va vous dire bonne année tout le temps de toute façon, là, sur les 3 vidéos Ouais. qui sortent, parce qu'on sait pas dans quel ordre on les sort, Exactement. ni dans quel ordre vous les regardez. Donc, bonne année. Bonne année. On se retrouve aujourd'hui pour un format un peu particulier, vu qu'on va parler du top 10 des films 2024. Mais pas n'importe quel top 10, on va parler du top 10 de Benjamin. C'est lui. Je suis la star. Benjamin, c'est lui, exactement. Du coup, format particulier, pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, je vais être dans une position simplement d'animateur. Je vais relancer Benjamin, je vais lui poser des questions autour de son top. Et Benjamin refera l'exercice pour le mien dans une autre vidéo qui est déjà sortie, qui va sortir. Je ne le sais pas encore. Benjamin, déjà, petit bilan général sans citer de film de cette année de cinéma 2024. Qu'en as-tu pensé ? Pour moi, en tout cas, c'était une très bonne année. J'ai vu un peu partout que apparemment c'était une année pas ouf. Honnêtement, moi, je trouve que c'était une année vraiment très bonne, en tout cas en termes de quantité de bons films. Vous verrez, je vous le dis maintenant, en fait, mon top 10 est quasiment interchangeable. C'est-à-dire que prenez en compte autant la 10e place que la première place, parce que c'est des films que j'adore. Et je vous parlerai même de 4-5 films très rapidement en plus, parce que j'avais vraiment 15 films solides, en fait. 15 films très solides. Et c'est rare. En vrai, c'est rare que j'ai un top 10 où je me dis, putain, en fait, le 10e, limite, dans un monde parallèle, il est premier, quoi. Et ça, c'était beau. Et assez peu de très mauvais films, comme vous pourrez le voir dans une autre vidéo qui est déjà sortie, pas sortie, on sait pas. Mais dans les flops, tout simplement. Et non, pour moi, très bonne année, l'année de la générosité. Voilà. Vous pourrez vous en rendre compte. Je pense que je vais utiliser le mot généreux à chaque film de Stop. C'était déjà la dernière vidéo qu'on a sortie, on avait déjà un compteur du mot générosité. Absolument. Je crois qu'on l'a dit plus de 20 fois. Mais effectivement, je suis plutôt d'accord avec toi sur cette année de la générosité. Donc je pense qu'il va être énormément cité dans les 3 vidéos autour de ce bilan ciné de l'année 2024. C'est ça. Du coup, ça a été un top compliqué à faire, si je comprends bien, vu que tu avais 15 titres. Fallait en choisir 10, fallait en plus les mettre dans l'ordre. C'était très dur. En fait, c'est exactement ça, c'est l'ordre. L'ordre était très compliqué parce que je savais que j'avais 15-20 films que j'aimais vraiment. Et on va dire 15-13 films que j'adorais. Et trouver où les mettre dans tout ça, c'était hyper compliqué parce qu'en plus, je les aime tous pour quasiment des raisons très différentes. Ils m'ont pas procuré la même chose, ils m'ont pas fait le même effet, ils m'ont pas attiré les mêmes émotions. Donc, c'est encore plus compliqué de hiérarchiser des ressentis qui sont aussi forts, en fait. Et voilà, c'est comme ça que j'ai galéré. Et c'est pour ça aussi que je vous dis, il y a un classement. Mais vraiment, si vous n'avez pas vu un des 10 films que je vais vous citer là, que ce soit le 9e ou le 2e, c'est aussi important de le voir. Oui, puis de toute façon, j'ai envie de dire, c'est déjà un top 10. On a vu énormément de films. 87 année. Pour ma part. Moi, je crois que tu as vu tous les films de mon top. Ouais. Ouais, moi, j'ai pas vu tous les films de ton top. Il m'en manque quelques-uns parce que Benjamin a beaucoup plus de temps que moi pour regarder des films. Mais c'est pas grave, écoute. Non, bien sûr. Au moins, tu auras des choses à demander. Tu seras curieux peut-être. Mais voilà, savoir qu'est-ce qu'ils foutent là, ces films-là. Ouais, on va commencer le top avec un petit préambule parce que Benjamin, je vais te demander en fait tes mentions honorables, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans le top 10. Alors, pour un gain de temps, j'ai juste demandé de name drop ces films-là. Tu peux dire un tout petit mot là-dessus, quoi. Ouais, une petite phrase. Une petite phrase. Voilà, et évite aussi de trop t'étendre parce que je pense que les gens veulent tout de suite savoir quel est ton top 10. Bien sûr, bien sûr. Alors, dans les mentions honorables, du coup, il y a les 5 films que je vous disais qui étaient de la place 11 à 15 en mode ça se bataille et je savais pas si je pouvais les mettre. Et donc, du coup, là-dedans, il y a Les Reines du Drame, qui est un film qui m'a beaucoup plu, et Patouche et
ancré dans ma tête. J'étais encore en train... Pas touche, si tu veux ma bouche. Voilà, j'étais encore en train de la chanter avant qu'on appuie sur Rec, pour vous dire à quel point ça hante mon esprit. Et il me l'a remise dans la tête. Absolument, voilà, c'est un peu mon job. Je veux que Patouche devienne un tube pop. Ensuite, il y a City of Darkness, qui est le meilleur film de Tatane que j'ai vu cette année. J'avais adoré le film Limbo de Soi Cheong, et là, c'est son nouveau film. Je trouve qu'il va encore plus loin dans sa démarche, même si les deux films n'ont rien à voir. Et c'est un réalisateur dont maintenant je vais avoir hâte de voir chacun de ses films. Ensuite, nous avons Iron Claw, qui est un film sur une famille de catcheurs avec Zac Efron, que vous avez peut-être pas vu passer. C'est marrant parce que sur le papier, c'était là en mode non, ça donne pas envie. C'est ça. Mais c'est à 24. Et du coup, là, ça donne beaucoup plus envie. Tout de suite, ça donne plus envie, effectivement. Et franchement, une des meilleures performances de l'année, Zac Efron, pour ce film. Et c'est un film qui vraiment va chercher les émotions au bon endroit, qui est un mélodrame, mais qui n'est pas tire-larme. Et je respecte énormément quand on arrive à faire ça. Aura-t-il le Gaspard du meilleur acteur Ou de la meilleure chiade, peut-être. Ah, peut-être. Parenthèse, du coup, on a notre propre cérémonie de récompense. Oui. Alors, on est une chaîne qui débute, donc pour le moment, en fait, c'est pas une vraie cérémonie. Mais en fait, on remet le Gaspard. Les US ont les Oscars, la France a les Césars. Nous, on a les Gaspard. Ceux qui nous suivent, on l'avait déjà fait l'année dernière sous forme de TikTok. Voilà. Et d'Insta aussi, on les avait mis sur Insta. Peut-être. Voilà, enfin bref, sous forme de short, de reel. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur TikTok, Insta. Pour pouvoir suivre nos Gaspards. Donc comme une vraie cérémonie de récompense, on récompense. On a des catégories. On a des catégories, on a des nominés et un victorieux. On donne le Gaspard. Voilà. Le Gaspard, ça ressemble à un extincteur en or. Auront la ref. Voilà. Mais voilà. Mais encore une fois, la cérémonie n'existe pas encore. Mais on remet quand même les récompenses. Et si un des gagnants veut venir chercher son Gaspard, on peut le rencontrer avec plaisir. Son extincteur d'or. On fera une petite table ronde, petite discussion avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Du coup, on parlait de chialade et il y en a un autre qui a réussi à aller tirer ma petite larme, qui est Le Royaume des Abysses, un film d'animation chinois que j'ai trouvé très très fort, au début très perturbant, je savais pas si j'allais adhérer à cette direction artistique, et au final il a réussi, très particulier, mais il a réussi à vraiment me choper, et c'est quelque chose à voir. Et du coup je crois qu'il n'en reste qu'un, qui est La Bête de Bertrand Bonello, que j'ai vraiment adoré. Là on est sur une ambiance très 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 spéciale. Ça va pas plaire à tout le monde, mais moi, ça m'a vraiment cueilli totalement, cette histoire un peu de SF, de vie parallèle, hyper intéressante, une espèce de Claude Atlas à la française, en fait. Et j'ai raté ça. Ouais, je pense que ça te plaira pas, en vrai, mais par contre, je pense qu'il faut que tu le vois. Bonello, j'ai un peu de mal. Je comprends. J'aime beaucoup l'artiste. Enfin, je valide, j'apprécie qu'il existe, j'apprécie qu'il fasse ce qu'il fait. Ouais. Juste, je sais que c'est pas pour moi, en fait. Ouais. Mais je pense qu'il faut que tu le vois, parce que je pense que tu trouveras quand même intéressant le fait qu'on ait essayé de faire ça à la française. C'était mes mentions. Voilà. Ok. Bah alors du coup, on va enfin entamer le top 10 après toute cette longue introduction. Et comme d'hab, on va vous montrer toujours les bandes annonces. On va éviter de trop spoiler quand même, parce que le but c'est de vous donner envie de les regarder, même si vous les avez ratés. Et puis si vous les avez vus, juste pour que vous compreniez pourquoi Benjamin les a aimés, même si vous les avez aimés ou non. Bande annonce, top 10 de Benjamin. Mon fils, c'est pas un meurtrier. Ouais, à part moi-même, je tuerai jamais personne. Moi, j'aime pas la vie. Ça me ferait plaisir de la donner pour une bonne cause. T'as quel âge? 68. En ce cas, t'as vraiment pas l'air de 68 ans. Y a pas quelque chose que t'aimerais faire? Hein? Une dernière volonté.
Je vais te régler ça, moi, cet humanisme-là. Il habite tout en ami. C'est la première fois que je veux vraiment quelque chose. Je pensais que les humains avaient vraiment peur de la mort. Vampire humaniste, cherche, suicidaire, consentant. Déjà, le titre est incroyable. Moi, perso, j'avais envie de voir le film juste sur le titre. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de moi. Benjamin, du coup, c'est ta 10e position. Ouais. Donc, je vais pas te demander... Enfin, si, quand même, je vais te demander pourquoi, du coup, 10e. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'il a quand même... sa place dans le top 10. top Il 10. s'est comme ça au top de tes films de cette année. Alors en fait, il y a comment dire, il m'a impressionné dans sa simplicité. En fait, c'est un film qui est une comédie, à la fois horrifique, qui est une comédie avec un côté un peu social quand même, parce qu'on a quand même un discours assez fort sur l'assistance au suicide. Qui est un sujet qui revient quand même beaucoup. Et on a une façon, du coup, fantastique de nous délivrer ce discours-là. C'est un teen movie aussi. Un teen movie, coming of age, moi, je ne peux pas résister à ça, évidemment. Mais même si ça n'avait pas... Même si ça en avait pas été un... Non. Même si ça n'en avait pas été un. Ouais. Retenez ça. Et j'aurais kiffé quand même parce que justement, je trouve que c'est... Pourquoi j'ai rajouté une liaison? Désolé. Oui, on a du mal, Vous avez compris. Voilà. Écoutez, on vous écrit la phrase. Voilà. Ça ressemble à ça. Et en fait, avoir ce discours-là par le biais d'un film fantastique, moi qui adore l'horrifique, le fantastique et tout, j'ai trouvé ça en fait très fort, très puissant. Et c'est rare, finalement, qu'on ait ce genre de thématique très actuelle, très forte, aussi frontalement, dans un film fantastique qui est, en plus de ça, une comédie. Du coup, on est vraiment face à un film de genre plus, quoi. Du genre sur du genre sur du genre. C'est vrai, ouais. Et ça, j'ai adoré. L'humour des Québécois, c'est un film québécois. Donc cet humour-là, moi, me touche énormément. Et c'est de l'humour simple. En fait, voilà, ce qu'il y a à retenir avec ce film, c'est d'une simplicité totale, mais qui est venue me toucher, qui a su trouver le chemin jusqu'à mon petit cœur. Et cette relation qui naît entre les deux, parce que pour vous dire vite fait, en gros, c'est une vampire qui ne veut pas tuer pour se nourrir. Et du coup, elle cherche un suicidaire consentant. Qui est un autre jeune homme qui lui veut mourir. Et en fait, du coup, il y a une relation qui naît entre eux. Au début, c'est vraiment tourné comme une comédie romantique, en mode ça va être une relation amoureuse. On a d'ailleurs une scène dans la chambre où vraiment tout est tourné, tout est fait comme une scène de première fois. Sauf que là, en fait, la première fois, ça va être pour elle, est-ce qu'elle va réussir à faire sa première fois, c'est-à-dire bouffer un humain, quoi. Vivant. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en plus, elle a toujours ces petites poches de sang qu'elle mange comme des Capri Sun, là. Ouais, voilà, marrant, exactement. C'est vraiment l'ado dans son coin avec son... Exactement. Et en fait, j'ai trouvé la relation entre les deux hyper touchante, avec une conclusion hyper satisfaisante, je trouve, justement, à la fois pour le discours et aussi pour les personnages. Et c'est pour ça que, moi, c'est un film, par sa simplicité, qui m'a vraiment impressionné. Ok. Qui est, voilà, sur le papier, moins impressionnant, forcément, enfin, un peu moins impressionnant que les autres qui vont arriver, mais justement, c'est sa simplicité qui est impressionnante. Ok, ça marche. Rien à ajouter? C'est bon. Très bien. Alors, on va tout de suite passer, du coup, au numéro 9. Je m'appelle Bella Baxter. Il y a un monde à explorer, à sillonner. C'est notre but à tous de progresser, de grandir. Une femme qui trace sa route vers sa liberté. Je trouve ça exquis.
créature de Yorgos Lanthimos. Benjamin, du coup, 9e. Pourquoi Comment Qu'est-ce qui se passe Alors, en fait, ça va être assez rapide pour celui-là, parce que la raison est très simple. Vous avez pu remarquer, si vous nous suivez depuis un petit moment maintenant, que les visuels ont beaucoup d'importance pour nous, que voilà, la façon de montrer des choses et aussi comment elles sont fabriquées, comment elles sont faites, est très important pour nous. Et tout simplement, pour moi, ce film se devait d'être dans mon top parce que c'est tout simplement la DA qui m'a le plus impressionné de l'année. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour moi, on n'a pas eu mieux visuellement que ce film-là, en fait. Et même si, par exemple, avec le temps, parce que je l'ai vu en début d'année, les thématiques du film, ce genre de choses, me restent pas plus fort que ça. Bon, après, il est dans le top, hein, donc c'est quand même quelque chose que j'ai apprécié. Mais c'est pas ça qui fait qu'il se hisse à la 9e place du top. C'est vraiment parce que je ne pouvais pas ignorer que c'est le truc le plus impressionnant visuellement que j'ai vu cette année. Les décors, ils sont fantastiques, les costumes sont fantastiques, les maquillages sont fantastiques, comment les plans sont tournés, la façon de montrer tous ces décors, tous ces costumes, tous ces maquillages. C'est totalement ce que j'aime voir, en fait. C'est quand je suis dans une salle de cinéma et que j'ai ça, ça me rappelle pourquoi j'adore le cinéma. C'est avant tout un plaisir des yeux. Et en fait, ce film-là me l'offre, même si il est moins fort sur les autres catégories que les films qui sont au-dessus de lui, du coup. Sur celle-là, il les bat tous. Et il y a un décor en particulier qui t'a marqué, une scène vraiment qui t'a particulièrement marqué? Il y en a deux. Il y a le bateau. Il y a un bateau à un moment donné, autant l'intérieur du bateau que l'extérieur du bateau, qui est vraiment des tableaux, quoi. Un plan sur le bateau, là, que l'on dans la mer, c'est ça. C'est des tableaux. Et il y a aussi, quand ils arrivent dans une espèce de cité dont j'ai plus du tout le nom, et où le personnage, du coup, de Emma Stone se rend compte de la misère sociale qui peut exister dans le monde. Je suis d'accord, moi j'aurais cité exactement les mêmes endroits. Et en vrai, cette cité est folle. Mais en vrai, l'intégralité des décors sont impressionnants. Là, on vous donne juste les meilleurs, selon moi. Mais voilà, si vous aimez les beaux visuels dans un film et que vous avez raté Pauvre créature, c'est le film à rattraper de l'année, je pense. Top 8, du coup. On enchaîne. Top 8 de Benjamin. J'ai tout fait pour pas y ressembler. Je suis très sensible au fait que vous deviez rentrer rapidement à Paris. Je suis une grande fan. Successeur de je sais pas qui, je vais le mettre là, avec Marc-André Xavier Legrand, je crois. Voilà, moi personnellement je l'ai pas vu. Je préciserai du coup quand je l'ai pas vu, juste je suis grand fan de Marc-André Grondin. Mais je l'ai pas vu, donc j'ai envie de le voir pour lui. Benjamin, du coup, pourquoi cette 8e place? Qu'est-ce qui t'a particulièrement touché dans ce film? Alors, c'est un peu le roller coaster d'émotions qui s'y passe. En fait, le film a, disons, des grands tournants. Il commence comme une espèce de chronique familiale avec... donc, c'est un styliste à Paris, très grand styliste, qui a son père qui meurt. Donc, lui, à la base, il est québécois. On revient toujours au Québec. Et donc, du coup, il doit retourner au Québec pour aller enterrer son père. Sauf que il va découvrir pas mal de choses sur la vie de son père parce qu'il ne se parlait plus depuis des années. Et ça va réveiller plein de choses, quoi. Donc, ça commence vraiment comme une chronique familiale pour avoir un tournant au premier tiers du film qui est, mais... what the fuck, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et donc ça devient un espèce de thriller hyper changement de genre comme ça. Oui, vraiment changement de genre radical en une scène. Il y a un twist, quoi. Il y a un twist qui, boum, te retourne tout.
et t'es là en mode mais où est-ce que je suis? Et là par contre t'es sous tension, mais jusqu'à la fin du film qui est émotionnellement peut-être le meilleur climax de l'année pour moi. Ok, mais je commence à comprendre du coup, en fait, c'est que chaque film de ton top ont un élément voilà. qui supplante vraiment les autres, donc c'est compliqué pour toi de les avoir mis dans exactement, un ordre comme aussi, exactement. Comme Ok. je disais, en fait, ils ont tous un truc intéressant, et donc du coup, comment je mets le meilleur climax de l'année contre les meilleurs visuels de l'année, etc. En fait, tu fais tes propres Gaspard. Oui, voilà, c'est ça. Si vous voulez mes Gaspard personnels, ils sont là. C'est un peu ça, en vrai. Mais ouais, c'est ça qui m'a impressionné dans ce film. Vraiment, la scène finale, c'est une torture mentale, quoi. C'est vraiment... ça m'a ravagé la gueule. Si vous avez vu le film, vous savez très bien de quoi je parle. Et vous savez très bien que c'est très compliqué. Et ouais, en fait, c'est un film dont le scénario, quoi, a des tournants comme ça très forts. Et oui, je voulais faire un petit point aussi parce qu'au premier visionnage du film, il y avait un truc qui m'avait particulièrement gêné et qui fait que si je n'avais pas revu le film, il serait pas dans ce top. D'accord. Et du coup, j'ai revu le film parce que j'ai essayé de revoir quelques films pour fignoler ce top. Et en fait, il y a du coup donc je vous spoile rien, vous inquiétez pas. Mais au moment où il y a ce twist, le personnage prend une décision qui me paraissait complètement illogique quand je l'ai vu la première fois. Mais en le revoyant, en sachant la décision qu'il allait prendre au début du film, quand je revoyais le film, ça m'a aidé à voir les petits détails. Et notamment le fait que, en fait, c'est quelqu'un qui est très angoissé, qui fait des crises d'angoisse. Et du coup, à la panique, quoi. C'est ça, en fait. Genre, il a trop de trucs en tête, parce que quand tu fais une crise d'angoisse, en fait, tout a une importance hyper grande. Tu fais des montagnes de choses très petites. Et en fait, du coup, l'enchaînement de décisions qu'il doit prendre très vite à ce moment-là sont mauvaises parce que, justement, son angoisse ramène tout à sa personne, à comment il se sauve, entre guillemets, lui-même. Et c'est ça qui lui fait prendre de mauvaises décisions. C'est souvent le problème dans certaines critiques, notamment de films d'horreur, tu sais. Je dis, mais il est con, mais pourquoi il fait ça? Oui, mais parce que toi, t'es tranquillement posé sur ton canapé à regarder un film. Le personnage, lui, il est dans une situation d'urgence. Il est dans la panique. J'ai pas vu le successeur, mais c'est vrai que moi, c'est souvent d'ailleurs une critique qui m'énerve, moi, quand les gens ils disent, mais les personnages sont débiles, pourquoi ils prennent ces décisions? C'est des trucs faits dans l'urgence. T'as généralement pas le choix, quoi. Ou alors après tu tombes carrément dans le survival, et c'est le truc du genre du survival où le personnage prend des bonnes décisions parce que justement c'est ça qui est intéressant, c'est de le voir survivre. Mais du coup, tant que t'es pas dans le survival, ça sert pas forcément à grand chose en fait de faire prendre des décisions logiques à des personnages. Mais là c'est plus fort que ça vient poser des questions morales où les décisions qu'il prend sont problématiques, vraiment. D'accord. C'est problématique. Mais pour moi, il n'y avait rien qui le justifiait. Alors que maintenant, j'ai trouvé ce qui le justifie. Ce qui ne rend pas les décisions bonnes du tout. Donc, film à voir et à voir 2 fois, en fait. Oui, après, maintenant que je vous ai dit ça, peut-être qu'un seul visionnage vous suffira. Oui, mais écoute, si tu conseilles de voir les films 2 fois... Bien sûr, voyez-les 2 fois. Il est sur MyCanal. Profitez-en. Et vraiment, vous le regrettez pas. D'ailleurs, j'en profite pour te le dire aussi. Il est dans tu vas kiffer. Il est dans ma. Je suis assez persuadé que tu vas kiffer. Ouais. Et j'ai qu'une envie maintenant, c'est de rattraper le film précédent du réalisateur qui était Jusqu'à la garde, que j'ai entendu énormément de bonnes choses. Pareil. Et que, genre d'ailleurs, même on disait que le successeur était une déception par rapport à Jusqu'à la garde. Donc, du coup, je me dis, ah bon, il y a des choses à voir. Et puis, sachant le sujet de Jusqu'à la garde, j'arrive à visualiser comment il a pu faire ça et ça m'excite beaucoup. Donc, je vais essayer de rattraper Jusqu'à la garde. Peut-être qu'on vous en parlera d'une manière ou d'une autre un jour. Ok, on va passer du coup au top. Je reprends mes notes. On va repasser au top 7 avec...
Zone d'intérêt ou Zone of Interest, un film qui avait défrayé la chronique parce que il avait remporté un peu tout sur son passage lors des cérémonies de l'année dernière. C'est un film de début d'année, du coup, pour nous. Je pense qu'on est passé à 2 doigts que ce soit un film de 2023. Mais c'est dans l'année 2024 et il s'est hissé jusque dans ton top, Benjamin. C'est un film qu'on n'a pas chroniqué, que j'ai récemment rattrapé. Donc je me permettrai juste un petit avis tout simple. Je me l'autorise sur celui-là. Bien sûr. Mais Benjamin, du coup, pourquoi toi il est dans ton top? Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce film de haute volée cinématographique? Alors, en soi, c'est très simple. Je vais développer un peu après. Mais je pense qu'il est dans mon top parce que c'est, je pense, le genre de film qu'on verra qu'une fois dans une vie. C'est-à-dire que c'est le genre de film qui va diviser, déjà. Voilà, ça, c'est une évidence. C'est compliqué à regarder, que ce soit émotionnellement ou même dans le procédé cinématographique. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. On peut se faire chier royalement devant ce film, et ce serait compréhensible. Parce que c'est le but. Parce que le but est, du coup, que vous vous ennuyez d'une certaine manière pour montrer la routine de cette famille, du coup, qui habite à 2 pas du fameux camp. Même le mur, en fait, qu'on voit de chez eux, de leur jardin, et le mur qui les sépare du camp. Et donc, on a une espèce de télé-réalité qui est, en tout cas, c'est filmé comme une télé-réalité à l'intérieur de cette maison. D'ailleurs, le procédé vraiment filmique du film a été que Jonathan Glazer, le réalisateur, a placé des caméras dans toute la maison et il n'y avait pas d'équipe technique sur le tournage. Ah, je me demandais justement. Ouais. Et ça a été d'ailleurs, fait il y a comme ça. un plan en fisheye depuis le miroir de la chambre à coucher. Et au tout début du film, ce plan arrive et il fait vraiment artificiel par son côté fisheye. Et en plus de ça, il est pas étalonné comme les autres parce que je pense que c'était vraiment un type de caméra différent. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que ce type de caméra vient pas tant que ça parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes couleurs ou autres. Ouais. Et du coup, sur le moment, j'ai vu ce plan, j'étais en mode quoi? C'est quoi ce truc? Tu sais, genre l'étalonneur il s'est barré en plus, tout c'est quoi cette histoire? Et j'ai trouvé ça très bien que un plan comme ça qui fait vraiment plan télé-réalité de télé, quoi, des anges, de Soccer Story, de machin. Il y en a un, c'est tout. Et après, ça permet d'installer le procédé. Je trouve ça très talentueux. Ouais. C'est très talentueux. Pardon, du coup, je me permets aussi de... Il y a pas de souci, avec grand plaisir. Le film est très talentueux, en fait. C'est vraiment de la... Donc, la cinématographie, c'est littéralement de l'écriture de mouvement. C'est la particularité d'écrire avec les éléments du cinéma. Donc, scénario, mise en scène, montage, quoi, c'est de tout allier pour créer une cinématographie. Et je trouve vraiment que c'est du haut niveau. Ouais, c'est vraiment prendre les cours de cinéma dernière année, quoi. Et du coup, en fait, il dirigeait ça comme une émission de télé. C'est-à-dire qu'il était dans une régie où il donnait ses indications dans un micro. Et voilà, il gérait les acteurs, Sandra Hüller, etc. Lui, dans un camion, j'imagine, à l'extérieur de la maison. Et eux qui jouaient à l'intérieur de la maison. Et du coup, ce qui est intéressant aussi avec ce film, et ce qui est tout le principe du film, c'est qu'on ne voit pas du coup les camps, et que on entend, l'aspect sonore est hyper important, car on entend de l'autre côté du mur tout ce qui s'y passe. Pollution sonore constante. Exactement. Et même visuellement, parfois, on a des petits trucs qui sont là, qui apparaissent. Et comme notamment le film est vraiment cadré de manière géométrique, quoi, au millimètre près. Donc du coup on a ce mur du coup qui nous empêche de voir, qui est cadré comme ça pile au milieu, et juste au-dessus on a une fumée qui apparaît et on comprend que c'est une fumée de locomotive. On sait ce que contient cette locomotive, c'est effroyable. Donc dans les Gaspard on a une catégorie horreur. Et moi ce film je l'ai rattrapé il y a 2 jours sur MyCanal et c'est pas une sponsor mais bon bref. Mais regardez-le, vous pouvez le regarder légalement, c'est déjà très bien. J'ai dit à Ben, on peut le mettre dans la catégorie horreur, quoi. Va-t-il l'emporter?
Suspense. Il faut me suivre sur les réseaux pour ça. Absolument. Mais ouais, ce film est effroyable, quoi. Il m'a foutu des frissons. Et complètement. Si je peux me permettre du coup la petite critique négative, vas-y, je t'en prie. C'est que on est dans mon top, mais bon. Le film souffre d'être trop bon. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est tellement du haut vol, c'est tellement du haut niveau cinématographique, que en fait le film il est plié en 1h10. C'est-à-dire que tout ce que le film a à dire, tout ce que le film a à faire, il le fait en 1h10. Mais parce qu'il est trop bon en fait. Il est beaucoup trop bon. Et généralement, moi, ce genre de film, j'en parlerai dans mon top, bref, quand t'es trop bon comme ça, moi, j'attends un tour de force sur la fin. Genre, ok, tu veux me faire un 1h30, je vais me faire un 1h30. Et du coup, le tour de force se fait pas sur la fin. Il y a un tour de force qui se fait dans les dernières minutes. Mais du coup, il suffit de prendre cette séquence qui est très surprenante à la fin et de la coller à 1h10 de film pour en faire 1h15 et ça aurait été bien. Ou au pire, allez, pousser le film à 1h20 pour éviter d'avoir ce ressenti-là. Et j'aurais aimé qu'on reste d'une certaine manière dans un huis clos. Je trouve que dès qu'on sort de la maison ou de l'espace familial, donc même le torrent, le ponton là sur le torrent, je le considère quand même comme un espace huis clos parce qu'on reste dans l'espace familial. Mais je trouve que dès qu'on sort de l'espace familial, je trouve que le film fonctionne beaucoup moins et du coup ne redouble pas de génial comme j'aurais aimé qu'il le fasse. Donc spoiler, si vous avez pas vu mon top, il est pas dans mon top Zone of Interest à cause de ça. Et moi je suis pas vraiment d'accord parce qu'on parlait de générosité. Voilà. C'est généreux, non? Mais du coup, en fait, je trouve ces scènes supplémentaires ajoutent à la gravité et à la banalité, justement, de comment ça nous est montré, comment il gère, en fait, parce que souvent, quand on est à l'extérieur de la maison, c'est pour parler un peu plus concrètement du sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire les camps. Et ça enfonce encore plus le clou du mal et de sa banalité. Donc, en fait, je trouve que c'est des scènes pas forcément nécessaires. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, de mon point de vue, avec ma vision, ça a ajouté au film, ça l'a pas retiré. Oui, puis je pense que beaucoup sont d'accord avec toi parce qu'il a remporté des tas de prix. Et encore une fois, quand le problème du film, c'est d'être trop bon, c'est pas vraiment un problème. Je vais pas non plus faire mon râleur et mon cinéphile rageux pour rien. Bravo quand même. Ouais. C'est un film de champion. On va passer du coup à ta 6e position. Ouais. 6e position du top 10 de Ben. Il est pas amoureux de toi. Qu'est-ce qui te fait dire que j'ai envie qu'on soit amoureux de moi? Je t'aime. Je sais. Challengers, film que je n'ai pas vu, mais dont j'ai écouté la BO parce que j'adore Trent Reznor et Atticus Ross. Donc en fait, moi, ils sortent un album, j'écoute. Et peu importe d'où il vient. Peu importe d'où il vient, et je t'avoue que c'est pas la première BO que j'écoute d'eux sans avoir vu le film. Mais la première fois où c'est une erreur de pas avoir vu le film. Voilà, j'ai juste pas eu le temps de le rattraper. J'ai vraiment envie d'aller le voir au cinéma et j'ai manqué de temps, tout simplement. Je le regrette, mais c'est la vie. Je le rattraperai plus tard. Je vous en parlerai quand je l'aurai rattrapé. Benjamin, Challengers, t'en as pensé quoi? Pourquoi? Enfin, t'en as pensé quoi? Je suppose qu'il est bien, mais pourquoi 6e? Parce que là, on arrive à la moitié du top 10, là, on commence à... là, ça commence à devenir solide. Je comprends du coup que chacun des films que t'as mis a un truc qui est bien, mais du coup, je suppose que ce truc bien à chaque film est de mieux en mieux au fur et à mesure qu'on avance dans le ça a de plus en plus d'importance, et ça veut dire aussi que les trucs d'à côté sont aussi d'un niveau à chaque fois un peu plus haut, quoi. Ok. Et donc, Challengers, alors pareil, je commence avec des petits facts comme ça, direct. Pour moi, c'est le film pop de l'année. Ok. Voilà. C'est en fait un bonbon, un pur plaisir
de cinéma, sur l'instant T, directement. En fait, c'est un film, c'est un triangle amoureux, hein, tout simple, mais qui est déjà un vrai triangle amoureux. Ça fait plaisir d'avoir un triangle amoureux, un vrai. Pas genre, il y a un mec qui kiffe une nana, l'autre mec qui kiffe la nana, et voilà. Non, là, il y a une vraie tension sexuelle entre la fille, qui est Zendaya, et les deux mecs. Et les deux mecs avec la fille et ensemble. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc on a un vrai triangle. Mais on parle vraiment de tension sexuelle, tu vois. C'est pas... ouais, je dis triangle amoureux, c'est même limite un triangle de désir, quoi. De pur désir, où du coup les deux mecs sont des potes. Donc ça parle de tennis, hein, parce que ce sont deux tennisman. En fait, et elle aussi est une tenniswoman. Et ils vont... voilà, ça va être un peu une bataille à la fois pour Zendaya et pour le tennis. C'est-à-dire que en fait, les deux frères vont devenir un peu ennemis à force de se batailler pour la victoire au tennis et pour le cœur de Zendaya. Et c'est un film qui se passe sur plusieurs années, hein, donc on a le temps de voir sur, je crois, une vingtaine d'années. Ah ouais, ce qui carrément. se passe, ouais. Donc de leur rencontre à comment s'est poursuivi ensuite leur vie, ça je vous le dis pas, je vous laisse découvrir. Mais en fait, voilà, ce qui est intéressant avec ce film, c'est déjà la mise en scène. Oh là 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 là. On parlait de générosité, là, ça y est, on y est, on rentre dans le concret. Ça tartine. Ouais, voilà, on rentre dans le concret de la générosité. Les plans où on est POV, la balle de tennis, c'est du génie. Genre vraiment, il y a le... Genre t'es la balle de tennis et pam, pam, pam. Genre tu te fais balancer comme ça d'un côté à l'autre et tout. Et comment il arrive à manifester la tension sexuelle et autres qui existe entre les personnages par le biais du tennis, ben c'est trop bien. C'est comme ça qu'on filme du sport. C'est comme ça qu'on rend le sport intéressant au cinéma. Okay. Et c'est rare pour moi d'avoir des films... J'aime pas trop les films de sport. Okay. Voilà, je trouve ça assez ennuyeux. Ou sinon, c'est pas le sport qui est intéressant. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est compliqué en fait de rendre le sport intéressant. Ouais. Parce que généralement, c'est au bout d'un moment, il y a une scène de sport dans le film et du coup, sans que les réalisateurs soient en mode ouais, mais je vais pas filmer comme un match. Ouais, mais c'est compliqué. Ouais, voilà. Et compliqué. Et puis généralement, c'est le drame des personnes qui vivent. Oui, donc du coup, tu filmes même pas soit t'as le cul entre deux chaises, c'est-à-dire ouais, je veux pas filmer comme du sport, mais je dois filmer mon film. Exactement. Soit tu filmes pas le sport et tu filmes le joueur. C'est rare, voilà, les films qui englobent le tout. Là, c'est tout autant intéressant d'avoir l'évolution du match et le résultat du match que l'évolution des relations entre les personnages. Et plus ou moins, il y a un match phare qui est à peu près sur toute la longueur du film, en fait, qu'on voit à peu près sur toute la longueur du film, en ayant du coup les événements entre, voilà, pour nous expliquer un peu l'histoire de ces personnages, comment ils en sont arrivés là, pourquoi ce match est aussi intéressant, et du coup, en fait, même en termes de montage, pas forcément de montage de séquence, mais de construction dans l'ensemble du montage, c'est hyper intéressant comment il a imbriqué chaque séquence à l'intérieur de ce match en fait, de tennis. Et pareil, je pense que c'est un film qui devrait te plaire. Oui, mais je sais pas trop, je peux pas t'en assurer, mais en tout cas, c'est un film que tu trouveras intéressant. Déjà, tu m'as parlé du POV balle de tennis, moi, c'est généralement ce genre de truc qui me. qui Et en plus, c'est vraiment bien fait avec le son, genre, t'as vraiment l'impact de. Genre, vraiment comme si tu te faisais balayer, quoi, comme si c'était ta tête. Quoi. C'est ce qui est talentueux, généralement, même si encore une fois, j'ai pas vu le film, généralement, ce qui est talentueux avec Atticus Ross et Trent Reznor. C'est qu'ils ont quand même un côté sound design dans leur BO. Donc, il y a des fois, au-delà de faire de la musique et des vraies musiques qui accompagnent la scène, ils vont avoir des essais de sonorité qui vont mettre une ambiance, qui vont mettre une idée, qui vont mettre un poids sur l'image. Et c'est pour ça que ma BO de film préférée, c'est The Social Network, voilà, de Trent Reznor et Atticus Ross, c'est la première qu'ils ont fait ensemble. C'est ça. Qui a déjà cette qualité-là. Et en écoutant l'album, du coup, en écoutant l'album, j'ai retrouvé ça.
Et aussi leur aspect électro un peu salace, un peu bien vénère. Bien sûr. Côté doux d'Atticus, le côté salace de Reznor. Ouais, très cool. On est sur de incroyable bonne BO, incroyable BO. Et du coup, voilà, c'est le meilleur film pop de l'année et aussi le film le plus, pas sulfureux, mais où il y a le plus de désir de l'année. L'année dernière, c'était Simple comme Sylvain et cette année, c'est celui-là. Ouais, c'est vrai que c'est une sensualité dingue, hein, Simple comme Sylvain. Là, c'est un peu plus sexualisant que la sensualité de Simple comme Sylvain, mais c'est le même désir, la même tension. Ok. Eh bien, on va pouvoir passer à ton top 5. Top 5 de Ben. T'es-tu genre une mannequin full célèbre ou genre une joueuse de poker full riche? Il y a pas tant de chance au poker. Moi, c'est mon trip, là, les voir toutes perdre. T'es evil. Ben, c'est ça le jeu. Le shoot est annulé. Je sais que ton brand est edgy, mais là, ça a vraiment dépassé les bornes. Vous étiez pas au procès, vous savez pas de quoi vous parlez, vous savez rien. Mais est-ce que vous avez vu les images tirées des vidéos de meurtre? Fais-moi confiance. Faut pas que tu les vois, OK? C'est tout. Tu sais, Kellyanne, il y a une affaire que je comprends pas. Pourquoi t'es là, toi? Les Chambres Rouges. Là, on commence à rentrer dans du lourd. Beau morceau. Je l'ai vu, je suis d'accord avec la place qu'il a dans ton top. Même si ce n'est pas la place qu'il a dans le mien. Pour ça, faut voir ma vidéo. Mais il y est, clairement. Je peux pas vous le cacher, je peux pas vous faire genre. Ça va se ressentir. Ça va se ressentir. Benjamin, pourquoi ce film est merveilleux? Dis-moi ton point de vue. Je vais pas m'exprimer, j'aurai l'occasion de m'exprimer de mon côté. Absolument. Déjà, je tiens à dire que j'ai quand même 2 films québécois et 3 films qui se passent au Québec dans ce top. Et c'est quand même pas rien. Voilà. Donc, c'est le 3e, celui-ci, et le dernier, du coup. Les Chambres Rouges. Comment parler de ce truc? Alors, on parlait, voilà, à chaque fois je donne le truc en plus, et après, bien sûr, j'explique tout le reste. À force de donner un petit truc en plus sur chaque film, on connaît ton top 1. Hein. Ouais. Non, un petit truc en plus. je rigole. Non. Mais, en fait, là, je pense qu'il y a la scène qui m'a le plus marqué de l'année. En fait, tout simplement. Je ne peux pas vous la spoiler, mais si vous l'avez vu, c'est la scène du regard. Tout simplement. C'est ça. Si vous l'avez vu, vous savez forcément de quoi je parle. Si vous l'avez pas vu, normalement, vous êtes complètement en flou. Donc, je pense que c'est un des meilleurs contre-champs. Non mais c'est... Et la musique, le son qui arrive au moment de ce regard, ça m'a glacé le sang. Vraiment, il y a un truc où vraiment ça a eu un effet, un impact émotionnel sur moi qui fait que vraiment cette scène va rester dans ma tête à tout jamais, je pense. Voilà, c'est bon, elle est gravée dans ma mémoire à long terme et elle bougera plus. Et bon, là, je réduis le film à une scène, mais c'est juste pour vous dire à quel point il peut me marquer, ce film. C'est un film, du coup, qui parle des Chambres Rouges, donc les Red Rooms, un peu plus connus sous ce nom-là chez nous, qui est donc des salles de torture sur le dark web, où on peut donner de l'argent pour dire, bah tiens, découpe-lui le doigt à ce gars-là, et que tu regardes, voilà, ce truc. Et du coup, on suit un procès d'un homme qui est condamné pour ça et d'une femme qui est fascinée par ce gars-là. Et en fait, une fois que je vous ai dit ça, vous pouvez vous imaginer tout et n'importe quoi, un film un peu chiant de procès, ou un film où t'as une meuf un peu timbrée, qui est amoureuse d'un mec qui fait des trucs bizarres. Et c'est ni l'un ni l'autre. C'est ça qui est impressionnant, c'est que j'avais des attentes sur le film, pas des attentes qualitatives, juste des attentes, je pensais que ça allait être ceci ou cela, et c'était pas du tout ça. Le film va de surprise en surprise, et le personnage que joue Juliette Gariepi, je crois, bon. On l'écrit au cas où. Ouais. Juliette Gariepi. Je crois qu'on se gourre sur la moitié des noms de cette émission depuis qu'on l'a lancée. C'est rigolo. Mais c'est vraiment... clairement le comédien de doublage d'ailleurs. Ouais, de ouf. On a 100% de taux d'échec. Et vraiment, ce personnage... Il est
rempli de ressources, rempli de surprises. Pareil, on parlait de climax et de finale assez poignant. Là, on est quand même sur quelque chose en termes de suspense, en termes d'intensité qui est mais absolument fou. Vraiment absolument fou. Je me retiens de parler depuis tout à l'heure parce que je sais que mon temps viendra. Ouais, mais bien sûr. Je plus sois tout ce que tu dis. Évidemment, évidemment. Non, c'est un film qu'on a adoré tous les deux, du coup, hein, bien évidemment. Et qui, je pense, est un film qui va rester en moi. C'est-à-dire que, voilà, il y a des films, parfois même des films qui sont peut-être au-dessus, qui vont moins rester en moi, que j'aurais peut-être moins envie de revoir par la suite. Celui-là, en fait, je sens que ça va devenir une sorte de film de chevet que de temps en temps, je vais me remettre. Parce que, bah, déjà, je suis fan de films d'horreur, et même si ça en est pas un, ça en est un. Ça en est un. En fait, le truc, c'est que c'est pas un film d'horreur, mais il va vous provoquer tout ce que vous provoque normalement un film d'horreur. Exactement. Votre cerveau, votre corps va le recevoir comme un film d'horreur. Il y a juste vos yeux qui le recevra pas en tant que tel. Mais clairement, si vous avez du mal avec les films d'horreur, vous allez avoir du mal avec et je vous dis, du coup, cette fameuse scène du regard est la meilleure scène d'horreur que j'ai vue cette année. Avec, je le mets là, la scène d'intro de Long Legs. Voilà. Oui, ça t'en avait parlé. Voilà. Je le pose ici. Mais voilà, en vrai, je n'ai pas besoin d'épiloguer plus que ça. C'est un film que je vous conseille. Oui, là, pour le coup, il y a de grandes chances que vous ne l'ayez pas vu. Il est sur MyCanal. Allez-y. Vraiment, celui-là, allez-y. Faites-moi confiance. Vous n'avez pas vraiment pu vous faire l'idée du film que c'est avec ce que je vous ai dit. C'est pas grave. Lancez-vous. Si ça vous a rendu un minimum curieux, normalement, votre curiosité sera assouvie. Voilà, si vous voulez un deuxième avis, rendez-vous dans l'autre vidéo. On va passer au top 4 de Benjamin. C'est parti. Le meilleur moyen de rassembler les gens, c'est de leur offrir le parfait ennemi. Vous n'avez aucun pouvoir. C'est pour ça que tu es là. Amenez-la jusqu'à moi. Ce qu'on a vu, ça nous dépasse, tu te rends pas compte? Je n'ai pas peur. C'est le magicien qui devrait avoir peur de moi. Wicked. Wiki, je sais pas. Wikileaks. Wikipédia. Voilà, qu'est-ce qu'on est drôle sur cette chaîne, c'est dingue. Oh, c'est fou, l'humour comme ça. Ah ouais. Improvisation. Franchement, Wow. voilà, Crit My Cult, votre première chaîne d'humour et de critique cinéma. Wicked, Benjamin. En vrai, je vais juste me permettre une petite intro. Vas-y. Avant de te demander pourquoi c'est bien, ce film était fait pour Ben, c'était trop marrant. C'est que, on le dit souvent, mais c'est vrai qu'on connaît nos goûts et qu'on arrive souvent à pré-shot ce qu'on va penser de film ou autre, quoi. Et de plus en plus depuis qu'on a créé cette chaîne, finalement. Oui, bien sûr. Pendant tout le film, j'étais vraiment en mode waouh, je l'ai beaucoup aimé. Pareil, spoiler, il est pas dans mon top. J'ai quand même beaucoup aimé le film. Mais tout le film, j'étais en mode ah ouais, ça c'est pour Ben. Ah ouais, ça c'est pour Ben et tout. Et limite, je suis ressorti du film content pour toi, tu sais. Genre en mode ouais, moi j'ai bien aimé, mais putain, Benjamin, lui, c'est sa meilleure séance de l'année, quoi. Ouais. Parce que voilà, t'aimes beaucoup Ariana Grande, elle joue dans le film. T'adores les comédies musicales, elle joue dans le film. T'aimes bien les films jusqu'au boutiste dans leur direction artistique, là c'est le cas. T'aimes bien les histoires sur des héroïnes ou des héros torturés. Qui sont un peu des parias ou des trucs comme ça. Là t'as ce qu'il faut. Enfin oui, il y avait tout pour toi dans le film. C'était un film fait sur mesure pour toi. Absolument. Qu'on t'a mis en petit cadeau comme ça sur la fin de l'année. Et en plus, on est venu te dire que ce n'était qu'une première partie et qu'on allait te redonner de ça l'année prochaine. Et dans un an, le film est prêt. Voilà, il sort juste dans un an. C'est ça. Qu'est-ce que je dis après ça? Tu te dis, Maxime? Oui, en fait, voilà, Wicked, c'est le choix du cœur. Voilà,
Pour le coup, est-ce que je peux dire qu'il est meilleur en ceci, en cela? Pas vraiment. Bon, pour moi, il a les meilleures chansons de l'année, mais bon, du coup, ça réduit quand même pas mal. Même si on a eu beaucoup de comédies musicales quand même cette année. Ouais, c'est vrai que c'était une année très musicale. Ouais, voilà, c'est ça. De manière générale. Mais ça réduit quand même beaucoup le champ des possibles. Là, c'est pas une question de c'est le meilleur ceci, le meilleur cela. C'est pas du tout objectif. En fait, c'est le meilleur Benjamin Movie. Ouais, voilà, c'est ça. C'est en fait, il propose tout ce que j'adore. Déjà, il y a Ariana Grande qui est là au cinéma. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre mon pull Ariana Grande. Ben. Ça n'a pas de sens. Mais c'est pas grave. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne, normalement, si vous êtes attentif. 2 fois, je crois. Ouais, il y a moyen. Et que dire, en fait, là-dessus? Du coup, bon, si vous êtes vraiment pas au courant de Ski Wicked, c'est un préquel au Magicien d'Oz. Voilà, le gros classique, le Magicien d'Oz, où on va suivre, du coup, la sorcière de l'Est. Enfin, la future sorcière de l'Est. Pour l'instant, ce n'est pas la sorcière de l'Est. Elphaba. Avec, du coup, son ami ennemi, qui est Glinda. Gelinda, c'est pas ça. Le nom complet. Enfin, le nom complet, Ouais. et ensuite, c'est Gelinda qui devient Glinda. J'ai adoré cet élément. Je vois pas du tout à quoi ça sert. Enfin, d'avoir. J'ai trouvé ça mignon, le pourquoi. Ouais, voilà, exactement. C'est genre. Parce que souvent dans les préquels, il y a le côté on t'explique un truc. On en parle dans nos flops. Mais il y a. Voilà, on t'explique un truc. Là, on te rajoute un truc à expliquer qui est pas nécessaire. Ouais. On aurait pu s'appeler Glinda de base, voilà, ça ne sert à rien. Moi, qu'au début, j'étais là, j'ai dit, mais pourquoi Et ce que ça rajoute, est-ce que ça dit du personnage d'avoir ajouté ça Voilà, c'est des exemples de bons ajouts de préquels. Après, bon, bien évidemment, ça l'humanise un peu. C'est une pièce qui est jouée à Broadway depuis des années. Oui. Donc j'imagine aussi que le scénario a évolué quand même pendant toutes ces années. Hein. Tu fais pas une représentation comme ça en direct tous les soirs, sans bouger quelques lignes sur des dizaines et des dizaines d'années. Donc je pense que ça aide aussi à ce que le scénario soit aussi bien foutu. Après, il est très étoffé aussi, parce que la pièce, elle dure moins de 3 heures. Et là, du coup, le double film va faire sûrement 5-6 heures, quoi. C'est ça, ouais. Entre 5 et 6 heures. Donc, il y a quand même beaucoup d'ajouts dus au scénario. J'ai pas vu la comédie musicale originale, donc je ne peux pas dire ce qui a été ajouté ou pas par le scénario. Mais en tout cas, c'est un scénario très cool, très solide. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que avant d'aller voir le film, je savais que c'était un film pour moi. Je savais que le film finirait quasiment non-stop, j'en étais quasiment persuadé. Mais ce qui a fait qu'il est aussi haut aujourd'hui, c'est que j'étais persuadé que ce serait pas forcément un bon film. Dans ma tête, c'était en mode, ça va être un film pour moi, mais pas forcément un bon film. Et je trouve que c'est un très bon film. C'est un très bon film. C'est pas forcément un film pour moi, mais j'ai adoré le film. C'est un très bon divertissement qui fonctionne, qui est généreux dans sa musicalité, dans ses visuels, dans sa façon de jouer. Tous les acteurs sont d'une générosité folle, je trouve. Tout le monde a l'air d'être heureux d'être là. Tu vois, j'ai vraiment ressenti ce truc d'ambiance de tournage qui était bonne, ludique et tout. Genre Michelle Yeoh, elle est contente, Ariana, elle est contente. Merde, comment elle s'appelle ? Goldblum, mais l'actrice principale. Cynthia Efiro et là. Voilà. Ici, Cynthia, quelque chose. Mais même Peter Dinklage en chèvre, il est rigolo. Ouais, de fou. En fait, t'as l'impression qu'il y avait une ambiance de fou sur son âge. Et j'avais vraiment envie d'y être. Et vu comment ils font la promo, d'ailleurs, beaucoup de gens trouvent ça un peu cringe. Mais en fait, ils ont l'air heureux. Genre, je trouve pas ça plus cringe que ça. Ils ont l'air heureux, quoi, contents. Ils ont tous donné du tramadol. Ils sont tous en mode c'est génial. Et donc, comme tu as dit, on a du coup la partie 2 qui arrive en novembre de cette année, du coup, et qui est devenue sûrement ma plus grosse attente, du coup, de l'année. Et oui, c'est vrai qu'on a ces attentes de cette année. Bien sûr. Ouais. Il y a quand même pas mal de films que j'attends cette année, mais du coup, en tout cas, ils se calent facile dans le top 5 des mes plus grosses attentes.
Ok, très bien. Voilà, bon bah oui, c'était génial. Rattrapez le 1 pour être présent lors du 2. Voyez-le. Même si vous aimez pas, c'est pas grave. Au moins, vous l'aurez vu et moi, je serai content. Ouais, c'est malin en plus parce que le public français n'en a rien à foutre du Magicien d'Oz, ils n'en ont rien à foutre des comédies musicales. Donc, vendre le film comme juste un film et pas un double parti, c'était très intelligent. Surtout contrairement à beaucoup de double parties, le film se suffit très bien lui-même. Ouais. Et je pense que s'arrêter là en vrai. En fait, le seul truc qui te donne envie de la suite, bon, évidemment, c'est que tu sens que l'histoire est pas conclue vu que le film est raconté par Glinda à la fin du Magicien d'Oz et que du coup on n'est pas revenu à ce point-là. Et puis bah bien évidemment du coup parce que bah il y a pas le Magicien d'Oz, quoi. On a envie d'y aller. Et d'ailleurs, anecdote pour moi, c'est que je suis rentré chez moi, je me suis lancé le Magicien d'Oz. Chose que je ne fais jamais. Jamais. Ressortir d'un film et regarder sa suite, si c'est un préquel ou quelque chose comme ça, je ne fais jamais ça. Et là, je me suis bouffé le Magicien d'Oz parce que j'étais trop intrigué de savoir... De voir les petits trucs te remettre en mémoire. Ouais, de savoir quel avait été leur matériau d'origine pour en tirer le préquel et aussi pour savoir où allait le film et ce qu'ils allaient en faire. Ouais. J'ai beaucoup d'interrogations. Ne nous le dites pas pour ceux qui connaissent la pièce originale. Oui, on veut pas savoir ce qui se passera dans la deuxième Je vais pas être spoilé, mais vraiment, j'ai beaucoup d'interrogations sur comment ils vont traiter les choses. Mais par contre, c'est très excitant. Et là où tu disais que c'était malin de pas avoir dit que c'était un 2 parties forcément, en tout cas, pas avoir trop joué dessus, c'est que je pense que pour ceux qui n'étaient pas forcément convaincus et qui ont vu le film... que même si t'as pas adoré, je pense que t'es quand même curieux de voir la deuxième. Ouais, de fou. Et donc, dans tous les cas, ils gagnent leur match. Puis comme ça. Ariana Grande, Elphaba, le duo est tellement attachant en tant qu'ami ennemi que t'as envie de le revoir en fait, ce duo. Vraiment. Et t'as envie de voir comment on va aller jusque la conclusion du Magicien d'Oz, quoi. Exactement. On a beaucoup traîné sur Wicked, oui. Donc vous n'avez pas fait de critique auparavant, donc on s'était un peu prévu de s'étendre un peu. Ça ira beaucoup plus vite pour la suite. On va passer au top 3 de Benjamin, donc top 3 de Benjamin. Je veux t'avoir Jackie. Elle est mariée et elle est heureuse. Est-ce que penser à toi, c'était m'inquiéter pour toi? Et c'est qui, Steve? Tu as gâché toute ta vie comme ça. C'est pas ma vie, ça! L'amour ouf, dont on vous avait déjà parlé dans le vlog avec The Substance. C'était le dernier vlog d'ailleurs, avec le compteur des mots générosité. Voilà. Vous doutez bien de ce qu'on va dire. Du coup. Voilà, vous pouvez retrouver du coup notre avis version longue dans cette vidéo. Brièvement, Benjamin, juste pourquoi il s'est hissé carrément au top 3. Parce que c'est un film généreux. Merci. Le top 2. Non, en fait... j'ai entendu beaucoup dire sur différents films cette année que waouh, c'est impressionnant qu'on ait réussi à faire ça en France, mais jamais pour l'amour ouf. Et je suis là en mode, mais les gars, c'est vrai. Pour moi, c'est le film où c'est inouï qu'on ait un réalisateur qui nous ait donné ça, quoi. Et je trouve ça fou. L'amour ouf, voilà, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Et c'est fou à quel point son titre justifie la folie du film. Ouais, c'est ça. Vraiment, exactement. C'est vraiment à chaque fois, parce que moi j'ai plein de potes qui n'ont pas osé aller le voir. Ouais. Et du coup, qui m'ont dit, mais du coup, c'est vraiment bien. Et à chaque fois, j'avais envie de répondre, ouais, c'est ouf. Parce que je répondais pas, parce que je me dis, c'est con de répondre ça, c'est un peu mais c'est ce qu'on dit généralement sur tous les films. Donc, ouais, enfin, c'est tous ça. les films qu'on a adorés. C'est ça, mais là, ouais, c'est vraiment dingue. C'est vraiment le truc, quoi. Ouais, non, mais complètement. En vrai, tout est dit dans notre vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, mais en résumé, c'est le film avec sûrement une des mises en scène qui m'a le plus impressionné de l'année. En tout cas, c'est le film généreux pour moi de l'année. Voilà, si vous voulez qu'il ait le truc en plus, là, pour moi, c'est sa générosité. Je pense que Gilles Lelouch était vraiment comme un gamin. D'ailleurs...
C'est, je pense, qui amène pour certains les défauts du film, c'est qu'il n'a pas eu de grandes réflexions. Je pense que c'est un film très instinctif, très sur le vif, même si c'est un projet qu'il a depuis très longtemps. Mais il y a des fois, les gens vont critiquer un film et dire « Ah, mais il n'y a pas ça !» Mais pas le but du film, quoi. Ouais, non, mais c'est bien genre sûr. critiquer l'amour ouf pour son manque de réflexion. Je l'ai entendu aussi, hein. Mais les gars, je comprends pas. C'est pas le but. C'est pas le... Non. Ouais, voilà. Le film cherche pas à le faire, le film s'intéresse pas à ça. Pourquoi vous avez envie qu'il s'intéresse à ça, quoi? Et au-delà de ça, c'est un film qui se permet d'être maladroit. C'est un film qui se permet tout. Et donc, du coup, parfois, il y a des à côté. Pour certains, ça va pas être de leur goût, que ce soit sur les thématiques, sur la mise en scène, etc. Et c'est compréhensible, parce que Gilles Lellouche a fait le film qu'il voulait faire, sans concession. Et c'est de plus en plus rare de voir des films qui sont faits sans aucune concession. Et là, en fait, c'est ce que Gilles Lellouche nous offre. Et moi, c'est généralement ce qui vient me toucher. Donc, oui, le film a potentiellement des faiblesses, par-ci, par-là, que j'ignore totalement. Et si vous voulez voir voilà, les tout petits défauts que j'ai avec le film, vous les retrouverez sur la grosse vidéo qu'on a consacrée à lui et à The Substance. Donc, voilà, là, ici, c'est mon top, donc je ne garde que la générosité, que ces séquences impressionnantes, ces plans impressionnants, ces prouesses d'acting impressionnantes, ces mouvements de caméra impressionnants. Voilà, il a tout donné, sur ce film, et rien que pour ça, bah merci Gilles, parce que c'est aussi pour ça que je vais au cinéma. Il peut y avoir des faiblesses, il peut y avoir des moments un peu plus maladroits dans le récit, dans l'équilibre, dans le rythme. Mais en fait, tout ce que je vois, c'est un mec qui veut offrir. Et du coup, moi, je reçois avec grand plaisir. Voilà. Très bien, Benjamin. Très bien. On va passer au top 2. Pas la peine de durer plus longtemps Bien sur sûr. le film. Top 2. Il y a toujours eu des guerres. Mais pour retrouver les siens, Furiosa osa défier le monde. Tu te souviens de moi? Furiosa, Mad Max Saga, je crois que c'est ça le sous-titre du film. C'est ça, exactement. Bon voilà, hein, pareil, on a fait un vlog dessus de mémoire. Oui. À chaud aussi. Oui. C'était dans nos tentatives de vlog à chaud. Exactement. Voilà, pourquoi deuxième? Parce que là quand même, là on est sur le podium. Bien sûr. Et il a quand même coiffé au poteau. Et je t'avoue que même de toi, ça me surprend. Ouais. Connaissant tes goûts, d'avoir un blockbuster australien comme ça sur le top 2, je m'y attendais pas, quoi. Bah écoute, pour être tout à fait honnête, donc je vous dis depuis le début que le top 10 est interchangeable. Là, les 3 premiers sont vraiment très 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 interchangeables. C'est-à-dire que pour moi, je les aime pour exactement la même raison. De 1 à 4, c'est interchangeable, et les 3 premiers restent les 3 premiers, quoi. En vrai, non, pas forcément. Okay. Mais en tout cas, les 3 premiers entre eux, même si par exemple ils étaient entre 6 et 9, ils sont interchangeables. D'accord. Okay. Parce que pour moi, ils symbolisent exactement la même chose. La générosité ? Ça en fait partie, absolument. Mais aussi, en fait, tout simplement, le plaisir que moi j'ai pris à voir ces films. C'est aussi simple que ça. En fait, ça va aller assez rapidement, et même pour le premier, vous verrez, on va aller assez rapidement, un peu comme pour l'amour ouf qu'on vient de faire. Pour un petit truc en plus, tu veux dire ? Ouais, c'est ça. Okay. Furiosa, en fait, c'est une épopée. Déjà, voilà, un truc que je peux dire, c'est que on savait pas trop à quoi s'attendre. Les gens voulaient en quelque sorte un nouveau Fury Road. Et en même temps, on n'aurait pas... pourquoi ? Et en même temps, pourquoi pas ? On n'aurait pas râlé à avoir un deuxième Fury Road, tellement c'est un truc de fou. Oui, mais c'est pas possible d'en refaire un. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais du coup, là... Fury Road, il y a des fois, bref. Il choisit de faire une épopée, voilà, qui se passe sur plusieurs années, sur un temps long, où on a l'histoire entière de Furiosa, depuis quand elle est petite à quand elle grandit.
Il y a des séquences absolument mémorables. Il y a des visuels complètement fous. Le film a été beaucoup critiqué parce qu'il y a beaucoup de numérique. Mais putain, si on pouvait nous faire du beau numérique comme ça toujours, moi, il n'y a pas de problème. Hein, j'en bouffe tous les 4 matins du numérique. Il est pas si beau, il est surtout très créatif, en fait. Il est surtout, oui, mais pour moi, la beauté vient de là. C'est tout ce que tu fais qui rend, du coup, un effet spécial beau. Pour moi, un effet spécial n'est pas forcément bien fait. C'est pas le fait qu'il soit bien fait qu'il est beau. Tu vois, c'est Wicked, pour moi, par exemple, je trouve ça très beau. Alors que tout le monde a craché sur les effets spéciaux du film. Moi, c'est exactement la créativité, les choses qui me plaisent, qui me touchent. Donc c'est beau. Alors que si vous voulez des trucs dégueulasses, on se retrouve dans le flop très bientôt. Là, c'est dégueulasse. Mais du coup, oui, Furiosa, ça fait partie de ces films où on en a un tous les 10 ans. Le dernier, c'était Fury Road, c'était du même réalisateur. Voilà. Donc... attendons le prochain George Miller. Oui, voilà, c'est ça. Attendons le prochain George Miller pour se prendre ce genre de tarte dans la gueule, quoi. Et il y a Anya Taylor-Joy aussi. Ça aide beaucoup, j'adore cette actrice. Et là, en plus, elle le fait très bien. Le côté mutique et tout, je dirais même mieux que Tom Hardy. Et donc, franchement... Drama. Waouh, c'est la plus grosse hot takes que t'aies dit de ta vidéo. Oh mon Dieu. Mec, t'as osé dire que Tom Hardy n'était pas le meilleur dans un domaine. Waouh. Ah oui, ça. Waouh. Dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Non, mais enfin bref. J'espère que les gens s'en rendent compte depuis qu'il a joué Venom quand même. Mais bref, c'est pas très grave. Enfin, j'ai pas plus à ajouter. Il y a une vidéo. On a fait une vidéo concernant Furiosa. Donc, allez la voir. Moi, c'était un kiff incroyable. Je pense que c'est un kiff à peu près pour tout le monde. C'est juste qu'il y a des petits rageux qui sont en mode « Oui, mais ça ressemble pas à Fury Road. Je voulais revoir Fury Road. » Revoyez le film et la lumière vous éclairera un jour. Benjamin, ton top 1, c'est bien évidemment... Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. C'est par cette prophétie qu'ils nous réduisent en esclavage. Ce n'est pas une prophétie, c'est un conte. Je me fiche que tu n'y crois pas, moi j'y crois. Je suis Paul Moiti Atreides, duc d'Arrakis. À te blessir aux entends. Celui qui peut détruire une chose en a le contrôle. D'une deuxième partie de Denis Villeneuve. J'ai l'impression d'être un normiste de ouf. Non mais grave, genre t'as un top vraiment original. Et sur les 3 derniers, tu te normes, mais ouais. c'est hallucinant. C'est ça, je suis un normiste. Alors, on a fait une review de toute la filmographie de Denis Villeneuve en podcast, que vous pouvez retrouver sur ces réseaux-là. C'est bien, c'est que on présente nos réseaux un par un. Voilà. Avec du coup notre avis sur Dune 2. Ouais, notre avis sur Dune 2, et en fait, on a réussi à faire ressortir le fait que la filmographie de Denis Villeneuve, ça parle avant tout de problèmes de communication. On ne parle que de gens qui ne se parlent pas, et ce sont que des films où si les gens se posaient autour d'une bonne table avec une bonne bière, et ben ça résoudrait tout. Ouais, et du coup, il n'y aurait pas de film. Exactement. Et du coup, pas tous ces merveilleux films. Donc en fait, c'est pas plus mal que les personnages de Denis Villeneuve ne se parlent pas, parce que derrière nous, ça nous offre des super films. Exactement. Donc continuez de ne pas vous parler, personnages des films de Denis Villeneuve. Benjamin, pourquoi Dune 2 est premier carrément, quoi. Premier devant tous les chefs-d'œuvre que tu nous as présentés cette année. Ouais. En fait, il y a une seule raison, parce que j'ai pas eu le temps de revoir Dune 2 pour faire le top. Furiosa non plus, d'ailleurs. Et en fait, du coup, j'ai vraiment qu'une raison à donner, et c'est ce qui l'a fait tenir aussi longtemps à la tête du top. C'est que le premier truc que j'ai été voir ce film avec mon père, et le premier truc que j'ai dit à mon père en sortant de la salle, c'est « J'ai pas ressenti ça depuis Le Seigneur des Anneaux ». Que t'avais été voir avec ton père à l'époque. Absolument. Ok.
Et il était d'accord avec toi, du coup? Il était d'accord. Ok. Et Le Seigneur des Anneaux est pour moi la meilleure trilogie de l'histoire du cinéma. Après Matrix, mais je suis d'accord avec toi. Si tu veux. Et en fait, à partir de là, j'étais là en mode... on peut pas lutter. Je peux pas lutter contre ce ressenti-là, en fait. J'aurais aimé revoir le film pour avoir vraiment conscience de est-ce que... Voilà. Mais en fait, déjà, je pouvais pas le revoir en salle. Donc, j'avais peur de aussi le rabaisser pour des mauvaises raisons. Je pense pas, mais... Je pense pas non plus. Mais d'ailleurs, j'aurai normalement l'occasion de le revoir dans 2 semaines. Parce que Eurofond a pâté un petit bilan de l'année dernière. Donc, je crois que je vais essayer d'y aller pour avoir un peu le cœur net avec moi-même là-dessus. Mais voilà, en fait, je n'ai pas trop d'autres arguments que ce ressenti-là. Et après, voilà, le film, si vous l'avez vu, le film est épique. Généralement, si vous n'avez pas trop aimé le premier, celui-là, il vous a mis d'accord. En tout cas, pour pas mal de gens, dont Maxime. Voilà, tout est plus fort, tout est plus grand. Le côté un peu ennuyeux du premier, que je peux comprendre, même si c'était pas mon ressenti, je trouve que là, on peut plus vraiment le ressentir. C'est lent, c'est lancinant, mais ennuyeux jamais. C'est Denis Villeneuve qui a compris, c'est même ce qui s'accomplit en tant qu'artiste. Ouais, voilà, et puis il comprend, il connaît son rythme. Et là, il le fait avec une prouesse magistrale. Il y a des séquences incroyables. Il y a des moments forts. Tout ce que j'ai envie, c'est de voir ce qui va se passer par la suite, parce qu'apparemment, il va nous faire Dune Messiah, du coup. Et voilà, j'ai envie de voir l'évolution de ce personnage. J'ai envie de voir l'évolution des personnages qui nous sont teasés et qu'on ne voit pas. Un peu comme Zendaya dans le premier, qui là, voilà, on la voit beaucoup plus. Il y a aussi des personnages dans Dune 2 qui sont teasés et que j'ai envie d'avoir leur histoire et ce qui va se passer avec eux. Donc voilà, si Dune Messiah est un chef-d'œuvre, il ira sûrement se bastonner avec Seigneur des Anneaux comme meilleure trilogie de tous les temps. Et puis voilà. Z, qu'est-ce que tu dis, pas? Ouais, voilà, exactement. Mais par contre, il aura une différence, c'est que pour moi, Les Deux Tours est le moins bon Seigneur des Anneaux et Dune 2 est désormais déjà, pour l'instant, en tout cas, pas le moins bon des Dunes. Voilà, comme ça, tu seras la communauté de l'anneau d'une deuxième partie, le retour du roi. Ça n'aura aucun sens. Voilà. Mais au moins, ça fonctionnera. Exactement. Eh bien, Benjamin, du coup, merci pour ton top 10. Merci à vous de m'avoir écouté. C'était fort, puis tu as pu aussi nous parler de ton ressenti de l'année. Je pense aussi que on est une chaîne naissante, donc c'est important aussi que les gens puissent comprendre un peu nos goûts. Et c'était l'occasion finalement de se laisser l'espace bien sûr, à chacun, bien sûr, d'exprimer nos goûts personnels. Du coup, Crit My Cult continue en 2025, on va pas s'arrêter. On va modifier un peu les formats. Vous l'avez peut-être déjà entendu si vous avez vu mon top d'abord, enfin bref voilà, lors des vidéos, mais je leur dis là, on va modifier un peu les formats, déjà parce que de base on faisait un podcast, on aimerait revenir au podcast et se dégager des temps de tournage pour les podcasts. Donc ce sera plus un très long podcast comme ça, mais on réfléchit à une manière plus courte de faire revenir le format audio dans l'univers Crit My Cult. On aimerait aussi vous apporter un site qui permet de centraliser un peu tous nos contenus. Parce qu'à chaque fois on vous dit suivez-nous par-ci, suivez-nous par-là. On aimerait un site qui centralise un peu tout ça. Pareil, on est toujours sur TikTok. On aimerait aussi faire plus de Twitch. Et éventuellement avoir de vous faire participer directement à nos tournages. Parce qu'en fait, maintenant, le tournage de ces vidéos-là sera sur Twitch. Voilà. On vous expliquera tout ça quand on lancera les lives. C'est ça. Ça arrive très bientôt. Donc abonnez-vous à la chaîne Twitch pour être au courant, avoir une notification quand on lance un live. Et à l'Insta. Exactement. Pour toutes les infos. Voilà, donc 2025, il y a plein de belles choses qui s'annoncent. Et pour conclure cette vidéo, Benjamin, je vais te demander qu'est-ce que tu attends dans le cinéma de 2025? Écoute, de tête, là, pour ce qui arrive très vite, il y a The Brutalist, que j'attends beaucoup parce que, en fait, tout le monde en parle. Que clairement,
vu comment ça a l'air de se passer, il va tout rafler aux Oscars. Il y a de très grandes chances que ça se passe comme ça. Et je suis très curieux, c'est un film de 3h30 avec un entracte de 15 minutes au milieu. Ça a l'air d'être un truc un peu spécial. Donc j'en sais pas plus, j'essaye d'éviter de... pas du tout, mais on verra. Mais faudra le voir. C'est clairement un des films importants de l'année, sûr et certain. Je veux voir le prochain Park Chan-wook qui sort cette année. On n'a pas trop d'infos sur ce que ce sera. Mais Park Chan-wook est un réalisateur... D'ailleurs, faudra qu'on en parle à un moment donné quand même de Park Chan-wook, qui n'a pas un seul mauvais film à son actif, selon moi. Et qui a même plusieurs chefs-d'œuvre, encore une fois, selon moi. Notamment ses derniers films qui sont Decision to Live et Mademoiselle, qui sont des bijoux total. Toto. Des bijoux Toto. Peut-être. Des bijoux Toto. C'est très bizarre. C'est très bizarre, mais je crois que c'est ça, t'es français. Ouais. Donc voilà. Il y a aussi Mickey 17. Donc on devrait d'avoir déjà vu alors on enregistre depuis longtemps, mais non. Voilà. Donc ce sera bientôt. Prenez le temps de faire le film, il n'y a pas de souci. Ouais, voilà, c'est ça, qui est le nouveau Bong Joon-ho. Voilà, Robert Pattinson chez Bong Joon-ho, déjà je suis excité, et en plus avec le concept du film, je suis encore plus excité. Donc ouais, voilà, celui-là je l'attends. Je vous le disais tout à l'heure, Wicked. Évidemment. Voilà, une de mes plus grosses attentes de l'année. Et de mémoire, en tout cas, c'est ça que je dirais. Ok, voilà, ça marche. Il y en aura sûrement beaucoup d'autres, mais ma petite tête, hein, vous savez. Eh ben, très bien, Benjamin. Merci pour cette vidéo. On se retrouve pour les flops, on se retrouve pour mon top. Encore une fois, l'ordre des vidéos vous appartient. Je sais même pas quel des deux tops sortira en premier ni rien, bref. On verra. En tout cas, merci d'avoir suivi cette partie de la trilogie de vidéos bilan 2024, attente 2025. On se retrouve sur tous ces réseaux-là. On va vraiment essayer de vous proposer du contenu sur tous ces réseaux-là en 2025. C'est notre mission. Ouais. J'espère qu'on la remplira. Et d'être plus régulier. De vous accompagner vraiment dans les sorties ciné de cette année. Exactement. Et de parler d'autre chose que du ciné. Parce que de base, on parle pas que de ciné en fait. Oui, c'est juste qu'on s'est respécialisé. Un podcast culture. Ouais. Mais on s'est recentré pour pouvoir aller plus loin dans notre démarche. Et là maintenant, on a trouvé un moyen de potentiellement réouvrir le champ des possibles. Voilà. Donc, mais nous deux, on est très cinéphiles. Oui, voilà. Donc on sera toujours majoritairement cinéma. Exactement. Mais il y a Severance saison 2 qui arrive et là ça va parler série là. Oui. Non mais après il y a plein de trucs, sûrement qu'on fera peut-être des petits jeux vidéo sur Twitch, parlera sûrement d'un ou deux albums, voilà. Il va se passer des choses. Encore une fois, si tu t'abonnes à Twitch, tu seras au courant. Si tu t'abonnes à Insta, tu seras au courant de tout, ce qui te permettra de ensuite t'abonner aux autres réseaux. Exactement. En tout cas, n'oubliez pas que ce top n'était que l'avis de Benjamin. Faites-vous le vôtre. Et ciao. Bye.